Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur le miroir de la femme. À l'hémicycle, les travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2020, dite session des lois de l'Assemblée nationale, se poursuivent sous la présidence du président du Parlement nigérien, M. Hussein Atene. Commentaire, Ralia Sami, Ibrahim Kantama. Après l'examen et l'adoption du compte-rendu sommaire de la plénière du mardi 5 mai 2020, les élus nationaux ont procédé ce matin à l'examen et à l'adoption des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce vendredi 8 mai 2020. Ainsi, ils ont examiné et voté 4 projets de loi portant des ratifications d'ordonnances, à savoir le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-3 du 7 février 2020 portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filingué, région de Tillabéri. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-4 du 13 mars 2020 portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-5 du 13 mars 2020 portant prorogation de l'état d'urgence dans les régions de Tillabéri et de Tawa. Et celui portant ratification de l'ordonnance numéro 2020-6 du 13 mars 2020 portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Tillabéri et Goté et région de Zender. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Les travaux en séance plénière reprendront le lundi 11 mai 2020 à partir de 10h avec à l'ordre du jour l'examen et le vote de 2 projets de loi. Direction Zander pour signaler ces derniers temps une propagation quelque peu alarmante du coronavirus dans cette région avec jusqu'à 47 cas confirmés. À cet effet, le gouverneur de la région a convoqué une réunion du comité régional de suivi pour dresser le bilan de la pandémie au plan régional et envisager une issue de sortie de crise. Le récit avec nos confrères de Gaskia TV depuis Zander. Depuis le premier cas du coronavirus au Niger, la région de Zander s'est lancée dans le combat en vue de protéger la population. Les autorités administratives, municipales et sanitaires ont engagé plusieurs actions, à commencer par la mise en place des comités de suivi, les sensibilisations, les rencontres d'information avec les différentes couches socio-professionnelles, la désinfection des marchés, places publiques et même la ville. Mais l'évolution ne faiblit pas. Pire, Zander enregistre ces derniers jours plus de cas que les autres régions, d'où la présente rencontre d'échange qui vise à lever le voile et chercher le goulot d'étranglement. Nous sommes aujourd'hui à la situation à laquelle nous sommes. Vraiment une situation désolante. Mais pourquoi cette situation? Qu'est-ce qui explique que les gens n'arrivent pas à comprendre l'enjeu de ces mesures-là et la nécessité de les mettre en application? Nous avons réalisé que les gens, la population ne croit pas. Vraiment, une bonne partie ne croit pas à l'existence de cette maladie. Le coronavirus n'est pas une chimère. Il n'est pas non plus spécifique à une catégorie de personnes ou de climat. C'est une réalité, il faut y croire, d'autant plus que la région présente à la date du 6 mai 47 cas positifs, parmi lesquels 9 agents de santé. Face à la gravité de la situation, le directeur régional de la santé publique de Zander propose l'élargissement de l'assiette de communication. Les autorités administratives et coutumières doivent être régulièrement avec les médias pour pouvoir passer le message. Les partis politiques ou les leaders des partis politiques, comme nous l'avons vu ailleurs, qui passent régulièrement ou qui ont en tout cas eu à être interviewés, qui ont fait appel à l'acceptation et au respect des différentes mesures édictées. Ça nous fait défaut, parce que nous techniciens, on se sent pratiquement seuls avec le comité dans cette lutte, et ce n'est pas facile. Il faut vite agir, mais il faut également tenir compte de certains facteurs dans cette évolution des cas à Zander, fera remarquer le président du conseil régional qui appelle à la sérénité. C'est une région qui est la plus peuplée du pays, elle est près de 5 millions d'habitants. Elle est frontalière du Nigeria. Nous avons eu 2 sources, une source de provenance de Niamey et la source de provenance du Nigeria. C'est prévisible à partir du moment où
Au Nigeria, les choses se sont incubées, on ne s'est pas rendu compte. Ils ont été rappelés aux réalités brutalement. Alors que les échanges continuaient malgré la fermeture officielle de la frontière. Plusieurs orateurs se sont succédés au micro pour des suggestions et critiques, ce qui permet au gouverneur de la région de dégager une substance des échanges. Tous les agents qui travaillent dans un service, tout comme tous les utilisateurs de ce service-là, doivent porter des barrettes. On va entrer en parler avec l'administration et les responsables du marché de la gare pour trouver un mécanisme là également pour imposer ces mêmes mesures-là. Bien sûr, les barrettes, on va accélérer cela. Dès notre sortie, on va demander à ce qu'on nous envoie. J'ai dit, il nous faut nous appuyer sur les jeunes, les femmes, les organisations de la société civile et les partis politiques, bien entendu. Nous devons tous tenir compte de la gravité de la situation et appliquer les mesures de protection, ne serait-ce pour éviter à la région de tomber dans le confinement et l'isolement. L'université de Zender est aussi associée afin d'étudier un plan de communication adéquat et rigide. L'attention des autorités nationales est désormais sur Zender et nous devons tous amener notre contribution afin d'enrayer ce fléau. Dans le volet reportage de cette édition, nous allons parler de la deuxième décade du mois béni du Ramadan. Quelle est l'importance de cette deuxième décade et le comportement que les fidèles musulmans doivent adopter pendant cette décade? Réponse avec Nafisa Tiaya, Ibrahim Kantama. Le mois béni du Ramadan a 3 décades comme nous le savons. Jour pour jour, nous voilà la deuxième décade qui est considérée par les fidèles musulmans comme la décade du pardon. Cette décade a une grande importance et a des invocations appropriées et aussi des comportements que les musulmans doivent adopter. C'est un mois béni, c'est un mois qui est étroitement lié au Coran. Une première décade est déjà passée, nous sommes dans la deuxième décade du mois de Ramadan. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de multiplier les efforts parce que le mois de Ramadan, chaque fois que les journées avancent, le mois encore augmente, si vous voulez, de bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète pour qu'il vienne nous enseigner les bienfaits et tout ce que le musulman peut tirer du mois de Ramadan. On doit au maximum profiter de ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Nous aurons des ramadans à vivre au cours de notre vie, mais nous n'allons pas vivre tous les ramadans du monde. Nous avons ce mois de Ramadan. Cette année, il se pourrait que notre année ne seront plus. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de maximiser les profits. En quoi faisant? En multipliant les prières nocturnes, les lectures du Coran, les azkars, les sadaqat. Tout cela, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'enseigne dans sa tradition. Ibn Abbas, dans un hadith, il rapporte que quand le mois du Ramadan vient, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il deviendrait plus généreux, plus que le vent. Le messager est plus généreux que le vent. Et nous savons, souvent c'est les vents qui forment les nuages, la pluie vient et tout ça là. Maintenant, il y a un hadith qui est courant quand on dit que la deuxième partie du mois de Ramadan, la deuxième décade du mois de Ramadan, c'est le pardon d'Allah. Notez que ce hadith-là, il est faible. C'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est que sur l'ensemble du mois de Ramadan, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est l'affranchissement de ceux qui devraient être condamnés à partir en enfer. Allah va les affranchir pour qu'ils soient habitants du paradis, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons parmi ces gens-là. Toutes les décades du mois béni de Ramadan sont de grande importance. Les jeûneurs doivent de se faire redoubler les efforts afin de bénéficier des bienfaits de ce mois. Quel impact peut avoir la pandémie du coronavirus sur le phénomène de la migration? Élément de réponse avec Nabara Hamidou, président de l'ONG Jeunesse, Enfants, Migration et Développement. Aujourd'hui, vous avez moins de circulation, moins de mouvements de personnes et donc moins de mouvements migratoires transfrontaliers et même au niveau national, il y a cette réduction des flux. Maintenant, il ne faut pas se voiler les faces aussi de l'autre côté. Les migrants s'adaptent, ils adoptent de nouvelles stratégies. Et bien avant cette décision de coronavirus,
le Niger déjà est engagé dans un combat de lutte contre la migration dite irrégulière en coopération avec l'Union européenne, dont on dit que le Niger effectivement sert de relais. Donc en essayant de contrôler les frontières, notamment septentrionales. Et donc les migrants étaient déjà en train de s'adapter à cette situation de contrôle. Et donc ça, c'est, si vous voulez complexifier tout simplement, les gens continuent de trouver les voies et moyens d'effectuer leur migration. Maintenant, de l'autre côté, effectivement, ça pose beaucoup plus de problèmes pour les migrants. Ça les expose davantage parce que plus vous migrez de façon clandestine, plus vous n'êtes pas visible, plus tout ce qui vous arrive n'est pas trop vu ou connu du grand public. Dans le désert, il se passe beaucoup de choses. C'est seulement ce qu'on découvre qui sont rendus publics, mais il y a plein d'autres choses qui se font à l'insu de tout le monde. Et le problème, effectivement, c'est que ce n'est pas des départs dans les lignes officielles, ce n'est pas des voies officielles. Ils contournent les postes de contrôle et donc ils se lancent dans des voies qui ne sont pas connues et qui sont peu fréquentées par les personnes. C'est pour cela d'ailleurs que le président du conseil régional d'Agadez parle un moment de cimetière à ciel ouvert, parce que les gens s'enterrent eux-mêmes. Vous allez mourir jusqu'à ce que les sables enferment le cadavre sans que personne ne s'en rende compte. Et donc c'est une situation, nous pensons, qui devrait attirer l'attention des autorités, aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'espace CEDEAO, pour voir dans quelle mesure sauvegarder la question de la liberté de circulation dans un contexte de coronavirus. On a quand même au niveau des espaces frontaliers la possibilité d'avoir des appareils de détection, des appareils de dépistage qui puissent, si vous voulez, parce que en fait la décision de la CEDEAO de consacrer la liberté de circulation est soutenue par le fait que c'est un espace interdépendant. C'est un espace où la circulation des personnes et des biens est très importante pour la survie et le développement de la région. Suite au classement de Reporters sans frontières dans lequel le Niger réalise une fois de plus des avancées, cela revient à dire donc que la liberté d'expression au Niger est en plein essor, même s'il y a quelques dérives et difficultés que rencontrent les hommes de médias. Qu'en pensent les premiers concernés? Suivez ce reportage de Afambéji Kossi, Ibrahim Kantama. Malgré les différentes conventions et chartes nationales et internationales aboutissant aux accords de dépénalisation de la presse donnant droit à la liberté d'expression et à assainir le monde des médias, il n'en demeure pas que les journalistes soient confrontés à d'énormes défis dans l'exercice du métier, même s'il en ressort selon le classement de Reporters sans frontières que le Niger note des progrès encourageants comparativement aux années précédentes. Au Niger, on a un environnement juridique qui est favorable à l'exercice de la liberté de la presse. Ça, c'est du point de vue texte. Quand vous regardez, il y a d'abord la Constitution. Vous prenez l'ordonnance 2010-35. Vous regardez la loi organique portant création, composition, attribution même du Conseil supérieur de la communication. Bref, il y a même une journée nationale qui est dédiée à la presse, sans pour autant aussi oublier la déclaration de la table de la montagne du président de la République, Issoufou Mahamadou. Donc ça, c'est l'environnement juridique. Mais quand on regarde concrètement sur le terrain, parce qu'on ne peut pas parler de la liberté de la presse sans pour autant quand même évoquer cette indépendance aussi de la presse. Maintenant, c'est à ce point, ou bien c'est à ce niveau où se trouve quand même les problèmes, où le débat doit quand même se poser. La dégringolade du Bénin a fait en sorte que nous avons gagné des points, parce que nous n'avons rien commis, nous sommes restés stables en matière de violation de liberté. On n'a pas violé. On peut dire que le Niger n'a pas eu des cas de violation des droits de la liberté d'expression. Donc, ce qui veut dire que le Niger n'ayant pas bougé, c'est les autres qui ont bougé qui ont fait que le Niger a gagné de la place.
Il faut aussi contextualiser le rapport de RSF. Le rapport de RSF, nous, chez nous, au Niger, ça arrive à un moment où les journalistes qui sont sur le terrain sont confrontés sérieusement à des problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est la rétention de l'information. Malgré l'existence des lois, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont détenteurs de l'information refusent de la donner sous peine d'être sanctionnés administrativement ou parce que leur hiérarchie ne leur a pas donné le droit ou bien l'autorisation de parler. Même s'il est d'une importante urgence de s'interroger sur les critères de ce classement du RSF, quand on sait et connaît les peines qu'éprouvent les acteurs de presse quant à l'accessibilité aux sources d'information qui s'avèrent pénibles. Par ailleurs, la question reste toujours posée. Si les institutions au nom des médias et les promoteurs de médias ne sont pas responsables de ce que vivent les journalistes, du fait de la lésination et la lenteur de décision à créer un cadre mieux confortable aux journalistes. Aujourd'hui, quand tu regardes les journalistes de façon globale, ne sont pas dans des meilleures conditions et cela est lié à la précarité dans laquelle nous végétons chaque jour. Il faut aussi également le préciser, tout cela est lié aujourd'hui, cette précarité est liée à la non-signature de cette convention collective qui tarde toujours à se concrétiser. Il y a un silence total de l'autre côté de la maison de la presse, mais cette fois-ci on a vu la maison de la presse à essayer ou bien à tenter donc de rattraper le temps perdu. Et nous pensons que si la maison de la presse continue dans ce sens, nous pensons que peut-être ça va être une bonne chose. La liberté d'expression pour l'instant au Niger nécessite plus de concrétisation des protocoles d'accord entre les parties. Depuis le début de ce mois béni de Ramadan, l'on assiste à une augmentation fulgurante de certains prix des produits de première nécessité, et ce malgré la fixation des prix plafonds. Les consommateurs s'inquiètent face à cette situation. Reportage Sharifat Suleiman, Ibrahim Kantama. Malgré les fixations des prix plafonds pour certains produits de première nécessité par le ministre du Commerce, en commun accord avec les commerçants, on constate malheureusement depuis le début du Ramadan une hausse considérable de prix de certains produits, tels que le riz et le sucre. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait? C'est malheureusement une triste réalité. C'est au-delà, en tout cas, du prix plafond fixé par le ministère du Commerce. Pour le sucre granulé, le prix plafond, c'est 22 000. Pour le sucre carreau, c'est 21 000. Alors que présentement, sur le marché, le sucre granulé, le sac de 50 kg tourne autour de entre 25 et 30 000. Le carton, c'est aussi à ce niveau qu'il se retrouve. Donc c'est nettement en deçà du prix plafond fixé par l'arrêté du ministre du Commerce. Cette inflation des prix échappe-t-elle au contrôle des autorités compétentes? Si l'engagement a fait l'objet d'un arrêté, et cet arrêté tient sa source de 2 décrets. Le premier décret, c'est le décret sur la loi pour la protection des consommateurs et son décret d'application. Le deuxième texte, c'est la loi sur les infractions, relative en tout cas au non-respect de certaines dispositions de l'arrêté. Nous avons eu quelques échos de quelques sanctions, certainement pécuniaires, que certains ont fait l'objet. Je ne sais pas exactement combien, mais je ne sais pas qui et qui, non. Mais je sais que quand même il y a eu des sanctions. Donc, certainement, il y aura des sanctions, mais ces sanctions-là, est-ce qu'elles auront un impact réel sur la disponibilité et le prix de ces produits, notamment par rapport à l'inflation? C'est ça la grande question. Étant entendu que ce n'est pas des produits subventionnés, c'est des produits dont le prix a été librement donné et fixé par les importateurs eux-mêmes, mais on ose espérer d'ici là, comme nous sommes presque à la moitié du mois de Ramadan, on ose espérer d'ici là l'État va intervenir pour au moins qu'il y ait une atténuation des prix en faisant en tout cas des propositions beaucoup plus intéressantes par rapport
en tout cas par exemple une subvention qui dit pas ça, ou par rapport à la vente à prix modéré ou même à la distribution gratuite, notamment dans la région de Niamey. L'un dans l'autre leur rappellera aux commerçants la situation de crise économique que vivent les populations au quotidien. Il est donc important qu'ils revoient leurs prix à la baisse pour les rendre accessibles à toutes les franges de la population compte tenu surtout de ce mois béni de Ramadan. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et aussi bonne rupture de jeûne. Ce journal vous a été offert par STM Pénuré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.